Tout le monde, soyez le bienvenu. Nous avons un immense plaisir aujourd'hui et l'honneur de recevoir notre cher ami, le sociologue militant, j'insiste bien sur la qualification militant, Saïd Bouhamema. Soyez le bienvenu, cher Saïd Bouhamema, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler sur votre livre manuel sur l'immigration qui vient d'apparaître, édition Investigation Action. Comment nous pouvons présenter ce livre? D'abord, peut-être vous dire pourquoi j'ai voulu écrire un manuel qui est en fait le résultat de mon inquiétude sur le monde aujourd'hui. Je pense qu'un certain nombre de démons qui ont fait des dégâts dans l'histoire de l'humanité tendent à revenir aujourd'hui, qu'un certain nombre d'idéologies qui ont été dommageables pour l'espèce humaine tendent à revenir aujourd'hui, et que des idées qu'on pensait dépasser, qu'on pensait enterrer, tendent à renaître. Et donc, c'est une inquiétude sur le monde qui m'a amené à vouloir essayer de comprendre pourquoi nous en étions là. Et pour ce faire, eh bien, j'ai été revisiter toute une série d'idées qui sont véhiculées dans les médias, véhiculées dans le discours politique, véhiculées dans la banalisation des idées communes pour tenter de comprendre si elles étaient vraies ou non. Citons-en quelques-unes. La première, cette fameuse idée que l'immigration aurait toujours existé. Eh bien, il y a tout un chapitre qui est consacré à cela, oui et non. Oui et non. Bien sûr que l'immigration a toujours existé, mais les différentes formes d'immigration et les causes de l'immigration n'étaient pas les mêmes. Si, depuis la nuit des temps, l'humanité a été amenée à migrer, mais elle était amenée à migrer parce qu'il y avait des catastrophes naturelles, et donc c'était des peuples entiers qui migraient et qui emmenaient avec eux leur culture, ce qui est autre chose que ceux qui aujourd'hui sont contraints de migrer parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, parce que l'économie a été détruite, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. La seconde forme d'immigration que l'on connaît depuis la nuit des temps, c'est l'immigration de savants, de chercheurs, allant s'enrichir ailleurs pour féconder leur pensée. Mais là, c'était des personnes qui migraient provisoirement pour revenir ensuite chez eux et articuler leur pensée en la confrontant à la pensée d'autres peuples. Ce qui est autre chose aujourd'hui, où c'est pour des raisons essentiellement économiques que les gens migrent. Donc, cette idée que l'immigration a toujours existé, il faut la relativiser. Et pourquoi c'est important? Eh bien, pour comprendre l'immigration d'aujourd'hui. Comprendre l'immigration d'aujourd'hui, c'est comprendre que c'est une immigration qui n'est pas une immigration qui est choisie par les migrants. C'est une immigration qui est le résultat de la destruction des économies historiques, des économies communautaires, des modes de vie hérités. Et cette destruction, elle est venue du fait de l'ingérence par un certain nombre de puissances extérieures. Ça a commencé, bien entendu, avec l'expansion européenne, en particulier en Amérique, ce que l'on appelle la découverte de l'Amérique. L'Amérique était découverte depuis bien longtemps. Des navires chinois et africains étaient déjà arrivés en Amérique, mais l'Europe a prétendu avoir découvert l'Amérique en 1492. En réalité, cette découverte a été la destruction par la violence de toutes les économies, de toutes les civilisations amérindiennes, avec comme conséquence eh bien, le besoin de main-d'œuvre. Et ce besoin de main-d'œuvre va amener la création de l'esclavage, d'abord avec les Indiens et ensuite avec les Africains que l'on va importer. C'est à ce moment-là que vont naître les premières théorisations du racisme. C'est pour justifier le fait de traiter comme des non-êtres humains une partie de l'humanité que l'on va théoriser l'idée d'une hiérarchie des peuples à partir de la couleur et du biologique pour justifier qu'on les exploite et qu'on les considère comme des personnes n'ayant aucun droit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'auparavant, c'était le paradis, que tout allait bien? Bien entendu, non. Il y avait d'autres réalités, mais qui n'étaient pas ce que l'on peut appeler scientifiquement du racisme. Il y avait ce que l'on peut appeler la xénophobie, c'est-à-dire la peur de ce que je ne connais pas, la peur de l'étranger. Et c'était lié à une période de l'humanité où il y avait peu d'échanges économiques et donc peu de capacité de connaître les autres cultures et les autres civilisations.
Et il y avait l'ethnocentrisme qui est la préférence pour son propre groupe. Mais cela n'est pas le racisme, puisque ethnocentrisme comme xénophobie ne signifie pas que je considère l'autre comme inférieur. Je peux avoir peur de lui, mais je ne le considère pas comme inférieur. Dans la plupart des civilisations, d'ailleurs, on considérait l'autre comme doté de qualités, de capacités, et on voulait s'approprier ces qualités et ces capacités. Même ce qui a été appelé ici dans les sciences occidentales l'anthropophagie ou le cannibalisme était en réalité une anthropophagie qui était symbolique. On ne mangeait pas le corps humain. Symboliquement, on mangeait un bout d'ongle, un bout de cheveux pour s'approprier les forces et les savoirs de l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on ne le considérait pas comme inférieur, mais comme étant quelqu'un qui avait des capacités, etc. Le racisme, c'est autre chose. Le racisme, ça va être la hiérarchisation. L'autre est considéré comme inférieur. Et donc, c'est bien avec cet esclavagisme que va apparaître le racisme. Il va se poursuivre avec la colonisation, puisqu'il faut de nouveau justifier que des peuples imposent un pouvoir extérieur à des peuples soumis. Au moment des indépendances, eh bien, cela va se continuer. Cela va se continuer sous d'autres formes. Et donc, j'explique dans un des chapitres toute l'évolution du racisme qui était obligé de changer de visage pour se maintenir. À chaque fois qu'un visage du racisme était démasqué par les colonisés, qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas à avoir honte de leur culture, ils n'avaient pas à avoir honte de ce qu'ils étaient, eh bien, le racisme change de visage. Et on est ainsi passé d'un âge de racisme où on justifiait la hiérarchie de l'humanité, la hiérarchisation de l'humanité par le biologique, à un âge où on l'a justifié par le culturel. On a arrêté de dire qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures, mais on a dit il y a des cultures développées et des cultures sous-développées. Et dans le mot culture, on mettait exactement ce qu'on mettait dans le mot race auparavant. Aujourd'hui, nous sommes dans un troisième âge, qui est la hiérarchisation des civilisations. Ça date de la mondialisation et en particulier de la production d'un livre qui va devenir le livre de chevet de tous les présidents aux États-Unis, qui est officiellement un livre référence des gouvernements américains depuis au moins trois législatures. C'est le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Dans ce livre, Samuel Huntington définit un certain nombre de civilisations dans le monde et il les définit en considérant que chacune de ces civilisations est centrée sur une approche religieuse. Et donc, à partir de là, il les hiérarchise. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que les civilisations ne peuvent pas vivre en paix entre elles, qu'elles sont inévitablement en guerre entre elles, et donc que la civilisation occidentale, si elle veut se maintenir, doit faire la guerre aux autres civilisations. Et depuis qu'on a eu ça, eh bien, on a eu toute une série de... Donc, dans ce livre, Le choc des civilisations, donc un livre qui est devenu la référence des gouvernements états-uniens jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce qui est proposé, c'est 1, le monde est divisé en civilisations. 2, ces civilisations sont incompatibles les unes avec les autres. 3, ces civilisations ne peuvent donc que se faire la guerre. Et 4, il faut que l'Occident fasse la guerre aux autres civilisations si elle veut survivre. C'est ça la théorie officielle, l'idéologie officielle aujourd'hui du gouvernement des États-Unis. Même si ce n'est pas tout le temps mis en avant, mais c'est ça qui est revendiqué comme théorisation. Et quelles sont ces civilisations mises en avant dans cette théorisation? Alors, un certain nombre de civilisations sont présentées comme dangereuses pour l'humanité et dangereuses pour la civilisation occidentale. La première... On s'excuse, M. Saïd Bouamema, puisque nous sommes dans un lieu public. Hein. On ne peut pas prévoir la gestion de ça. Oui. Donc, quelles sont les civilisations qui sont énoncées dans le choc des civilisations comme étant dangereuses pour la civilisation occidentale? La première civilisation mise en avant, c'est la civilisation arabo-islamique, donc qui est présentée comme danger. Et depuis qu'on a eu cette théorisation, eh bien, nous avons eu la guerre en Irak, nous avons eu la guerre en Syrie, nous avons eu le discours
sur l'islam comme incompatible avec la République, l'islam incompatible avec la démocratie, l'islam. Un, deux, ouais. Et c'est ce qui va expliquer que nous avons qu'un des visages du racisme aujourd'hui va être l'islamophobie. Oui. Et ne soyons pas surpris du développement de l'islamophobie. Il est le résultat logique de cette théorisation. Oui. Mais ce n'est pas le seul visage. Une seconde civilisation mise en avant comme danger dans cette théorisation du choc des civilisations, c'est ce que Huntington appelle la civilisation orthodoxe. Oui. Et vous avez aujourd'hui une présentation dans les médias et au niveau politique de ce qui se passe en Ukraine, par exemple, dans lequel la Russie apparaît comme étant l'unique responsable, comme étant, on parle de l'ours russe, comme si c'était culturel que la violence pour les Russes et non pas le résultat d'enjeux économiques et géostratégiques comme dans toute guerre. Autrement dit, les autres guerres, on va les expliquer par des intérêts économiques et géostratégiques, et en Russie, on va l'expliquer par un atavisme russe, donc par quelque chose qui est en réalité un autre visage du racisme. Troisième civilisation mise en avant dans cette théorisation, eh bien, la civilisation que Huntington appelle confucéenne, centrée autour de la Chine. Et il suffit d'écouter un certain nombre de reportages aujourd'hui sur la Chine, etc., pour s'apercevoir que on a un regard qui n'est pas d'essayer de comprendre comment les Chinois pensent leur propre société, mais qu'on leur plaque des images, des caricatures, etc. Ce qui me fait m'inquiéter sur le développement possible au fur et à mesure que la concurrence économique entre la Chine et l'Occident se développe, le danger d'un racisme anti-asiatique en développement. Et on en voit d'ailleurs un certain nombre de germes au moment du début du Covid-19. Que n'a-t-on entendu sur le danger qui vient de Chine? C'était presque le péril jaune qui revenait, comme on avait pu connaître dans le passé. Et puis, dernière civilisation mise en avant, qui est encore sans doute celle qui va souffrir le plus, c'est la civilisation africaine, puisque Huntington dit « je parle de civilisation africaine, mais je ne sais même pas si on peut l'appeler civilisation ». Donc, il y a un mépris encore supplémentaire, et donc la négrophobie est également à l'ordre du jour. Autrement dit, si on regarde cela, islamophobie, négrophobie, civilisation en opposition et racisme anti-orthodoxe et racisme anti-asiatique, on s'aperçoit que c'est contre le monde entier que les visages aujourd'hui du racisme se multiplient comme besoin pour maintenir une hégémonie économique et une hégémonie politique de la part d'un certain nombre de puissances, et en particulier des États-Unis. Et donc, ce qui se passe au chacun de nos pays n'est pas indépendant de ce qui se passe au niveau mondial, c'est le reflet de cela. C'est toutes ces dimensions-là que je tente de creuser dans le livre, tout ce que j'ai raconté, tout ce que je viens de décrire de manière succincte et développé dans 14 chapitres pour approfondir chacun de ces thèmes. Oui. Comment vous pouvez expliquer ça pour même la diabolisation de l'immigration, surtout arabo-musulmane? Nous savons que le racisme, par exemple, concernant les autres migrations italiennes, espagnoles, s'est arrêté avec les parents. Les enfants sont rapidement considérés comme des Français, Européens bien intégrés. Mais l'arabe, il reste toujours un arabe. Bon, tant mieux pour lui, pour la conservation de son identité. Mais on le résume toujours avec son appartenance raciale. Toujours, il reste l'arabe, toujours musulmane. La femme qui amène ses enfants, c'est la femme arabe. L'enfant qui mange un sandwich dans un fast-food, toujours c'est la façon musulmane ou arabe de s'exprimer sur table. Comment vous pouvez expliquer la centralisation diabolique sur l'immigration arabo-musulmane? Alors, pour expliquer cela, il faut prendre les deux niveaux du temps, le passé et le présent. Au niveau du passé, une des grilles explicatives, c'est l'héritage colonial. En réalité, on ne peut pas aller occuper des terres et des civilisations pendant aussi longtemps, près d'un siècle et demi, sans et considérer que du jour au lendemain, ces théories qui ont hiérarchisé l'humanité vont disparaître.
au moment des indépendances, on va reporter les imaginaires coloniaux sur les descendants de ces anciens colonisés qui sont devenus français, belges ou suisses. Autrement dit, la grille de lecture, les images, les mots, les représentations qui caractérisaient l'indigène pour l'inférioriser vont être transférés pour des Français dont les parents ou qui viennent de ces anciennes colonies. Ça, c'est au niveau du passé un héritage. S'il n'y avait que cela, ça aurait commencé à disparaître petit à petit avec le temps. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également des enjeux contemporains et je pense que c'est essentiel de prendre en compte ces enjeux contemporains. Autrement dit, le discours anti-musulman que l'on peut entendre ici en Europe on ne peut pas le découper des besoins de justification des interventions dans un certain nombre de pays pour le pétrole, pour le gaz, etc. Autrement dit, c'est par l'idée que l'islam est dangereux qu'on fait la guerre en Afghanistan, en Syrie ou en Irak, et donc les images qu'on met en avant là-dessus vont ensuite s'appliquer aux musulmans de France, aux musulmans de Suisse ou aux musulmans de Belgique. Et donc l'islamophobie interne est en lien avec l'islamophobie externe que l'on produit pour justifier des guerres. Dans la concurrence économique avec la Chine, on a la même chose. On a besoin, dans cette concurrence économique, de mettre en avant un certain nombre de discours, de caricatures de la culture chinoise, mais ensuite, ça va s'appliquer sur ceux qui sont chinois ou présumés tels, parce que tous les Asiatiques vont être ramenés à la Chine et considérés comme chinois. Donc, il y a des enjeux économiques mondiaux qui ont des effets sur ces populations. En réalité, je pense que c'est une épreuve pour les sociétés occidentales qui est une épreuve qui est salutaire que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'histoire ici en Occident, qui est la confusion entre l'unité politique de la nation et l'unité culturelle de la nation. Et cette confusion-là, elle empêche le vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là qu'il y a une conception qui s'est imposée, qui confond unité politique et unicité culturelle. On va considérer que pour vivre ensemble, il faut avoir la même culture et totalement la même culture. C'est ce qui a amené à la destruction des cultures bretonnes, occitanes, de la diversité culturelle ici. On les a détruites. Et on veut faire ça avec les nouveaux Français, ceux qui sont devenus Français ou ceux qui sont devenus Suisses, etc. Sauf que le monde et l'humanité ne va pas vers une homogénéisation. Les diversités culturelles s'affirment. De plus en plus, les peuples revendiquent leur diversité culturelle. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre sur un même territoire avec les mêmes lois, tout en considérant que les cultures sont des richesses. Tant qu'on considérera que la pluralité culturelle est un danger, eh bien, on ira vers des dégâts. Et, il va falloir qu'on apprenne à articuler unité et diversité, unité et pluralité. Unité des lois, unité des droits et pluralité des cultures, pluralité des religions, pluralité, parce que c'est dans ce dialogue-là entre cette pluralité que nous trouverons un chemin commun. Oui. Comment vous expliquez la montée de l'extrême droite? Le courage maintenant, courage entre parenthèses, il parle de courage, d'avoir l'initiative de faire une propagande raciste à visage découvert, l'instrumentalisation médiatique pour un discours raciste, un discours de l'extrême droite, sans contrôle, sans encadrement, sans éthique, sans rien du tout. Comment vous expliquez ça? Nous savons que vous n'avez jamais cessé d'alerter sur la gravité de la situation. Surtout, vous étiez parmi les intellectuels qui ont mis en garde l'opinion publique sur la possibilité d'avoir une guerre raciale. Bon, vous n'avez pas appelé à prendre des armes comme un théologien, un intellectuel, entre parenthèses, un intellectuel de son de l'extrême droite qui a appelé à prendre les armes contre les musulmans. Comment vous expliquez cette situation critique, Saïd Bouhamel? Pour moi, il y a trois facteurs. Il y a trois facteurs essentiels. Un facteur qui est la fragilisation économique des sociétés occidentales. Un deuxième facteur qui est une politique de lâcheté du côté d'un certain nombre de pouvoirs. Et un troisième facteur
qui sont des intérêts économiques qui sont prêts à tout pour se maintenir. Alors, sur le premier facteur, qui est une fragilisation économique, à chaque fois que nous avons eu le retour de l'extrême droite, c'est lorsque les sociétés ont été marquées par une fragilisation économique, une paupérisation, une précarisation. Dans ces moments-là, s'il n'y a pas un discours qui est un discours de franchise et de clarté vis-à-vis des populations qui sont déclassées, qui sont appauvries, qui sont précarisées, elles recherchent un responsable. Et si elles n'ont pas les explications réelles, eh bien, elles vont rechercher le responsable où ça? Vers les parties les moins défendues dans une société, c'est-à-dire, de nouveau, les populations immigrées ou issues de l'immigration. On l'a vécu avec le racisme dans le passé, on le revit aujourd'hui. La seconde dimension, c'est la politique de lâcheté. On a eu un certain nombre de gouvernements qui, pour éviter des mouvements sociaux, pour éviter des contestations sociales, ont mis en avant de fausses explications. Donc, ont mis en avant de faux débats, ce que j'appelle dans mon livre les débats écrans, c'est-à-dire des débats qui servent d'écran à d'autres débats. Pour ne pas parler des retraites, on a mis en avant « Ah, il y a un problème avec le foulard ». Pour ne pas parler de la pauvreté, on a mis en avant « Ah, mais il y a un problème avec le hijab ». Et médiatiquement, le débat sur le foulard est venu cacher des vrais problèmes qui n'étaient pas abordés, qui sont des problèmes de précarisation, de paupérisation, etc. Et donc, cette politique de lâcheté d'un certain nombre de gouvernements, pour ne pas avoir à répondre aux demandes populaires de justice et d'égalité, eh bien, ça a alimenté de nouveau les idéologies fascistes et les mouvements fascistes. Et le troisième niveau, c'est un certain nombre de grands intérêts économiques qui ont financé des organisations et des groupes fascistes et qui ont contribué au développement de leurs idées. Je pense à l'apparition de nouvelles chaînes qui sont, par exemple, CNews, payées par Bolloré. Il suffit d'allumer CNews pour s'apercevoir que le débat, c'est une chaîne ouverte à l'extrême droite. Toutes les grandes thèses qui nous viennent de l'extrême droite, que ce soit la théorie du grand remplacement, que ce soit la théorie d'une crise d'identité de l'immigration comme menaçant l'identité française, etc., eh bien, du matin au soir, toutes les informations sont à CNews centrées autour des explications d'extrême droite. Malgré que la fortune de Bolloré a été gonflée et enrichie par des ressources africaines ou dans des pays arabes, etc. C'est de la contradiction, quoi. Absolument. En tout cas, si vous cumulez ces trois facteurs, eh bien, une société fragile, avec des gouvernements qui ont peur d'aborder les vrais problèmes et qui proposent de faux problèmes, et des personnes qui financent le développement de l'idéologie fasciste, vous avez un cocktail qui donne le résultat qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire plus d'élus d'extrême droite, des organisations plus agressives, des passages à l'acte racistes de plus en plus forts. Bref, il n'y a aucune surprise au développement de l'extrême droite. Et si nous voulons la faire reculer, eh bien, il va falloir avoir des sociétés plus égalitaires, il va falloir arrêter de mentir à la population et parler des véritables questions. Et troisièmement, arrêter de financer les idéologies et par des médias qui, tous les jours, diffusent des idées de la haine. Oui. Est-ce que vous considérez que les musulmans sont responsables de leur situation de vulnérabilité, de fragilité, de faiblesse, division entre les musulmans, l'instrumentalisation menée par l'islam politique, surtout les frères musulmans qui ont comploté surtout avec quelques partis politiques, etc. Je vois la réaction, par exemple, scandaleuse du recteur de la mosquée de Paris qui a annoncé puis cédé au suivi judiciaire d'un théologien de haine de l'extrême droite dans un cadre de clientélisme politique et instrumentalisation de quelques intérêts personnels. Est-ce que les musulmans, avec cette situation d'absence d'unité, d'absence de stratégie médiatique, de déploiement politique, sont responsables de leur situation actuelle? Alors, je ne le dirai pas comme ça, jamais, pour des raisons toutes simples. Les musulmans ne sont pas un groupe homogène et donc, ça n'est pas étonnant qu'on ait une diversité d'opinions. Ceci dit, là où vous avez raison,
c'est qu'au moins pour deux facteurs, il y a besoin de tirer le bilan de ce que nous vivons aujourd'hui. Le premier facteur, c'est la tentation, la tentative, la tendance à être uniquement dans la réaction. Il va y avoir une réduction, une caricature de l'islam et des musulmans, et en réaction, on va réduire et caricaturer l'Occident ou le christianisme, etc. Il faut faire extrêmement attention à cela. Et là-dessus, à chaque fois qu'on est uniquement dans la réaction, en réalité, on reste encore un perdant. On n'a pas les forces pour aller plus loin. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de répondre. Il faut choisir le terrain du combat qui doit être le terrain de l'égalité. Et la seconde raison, c'est effectivement de telles idéologies d'extrême droite ne peuvent fonctionner qu'en divisant au maximum et donc et en instrumentalisant des personnes, en les valorisant, en leur disant « mais toi, tu es un bon musulman par rapport à de mauvais musulmans ». Cette scission entre bons et mauvais musulmans est un piège. De tout temps, il a existé. Rappelons-nous à l'époque de l'esclavagisme, il y avait les bons esclaves et les mauvais esclaves. Les esclaves qui étaient considérés comme dans la famille du maître et d'autres qui étaient considérés comme uniquement des forces de travail. À l'époque coloniale, il y avait les indigènes évolués et qu'on mettait en avant comme symbole de la réussite de la colonisation par rapport à des sauvages. Et aujourd'hui, on a de nouveau ce discours-là sur le bon immigré et le mauvais immigré, le bon musulman et le mauvais musulman. Je crois qu'il faut, lorsqu'on vous appelle bon immigré ou bon musulman, vous méfiez et vous interroger sur ce qu'on est en train de faire. En réalité, même quand vous êtes reconnu et applaudi, si c'est au prix de salir toute votre communauté, si c'est au prix de dévaloriser toute votre communauté, eh bien, ça veut dire que vous êtes en réalité un perdant de nouveau. Ma dernière question. Vous êtes qualifié par plusieurs observateurs comme le sociologue de terrain, le sociologue des opprimés, le sociologue de la marginalisation. Comment vous expliquez aussi la domination de la sociologie théorique, la sociologie du salon, la sociologie des lieux enfermés? Par exemple, je vous donne un exemple. En Suisse, ils ont créé un centre Islamic Society. Ce n'est pas dans le but de travailler avec l'islam, non. C'est dans un but de contrôler les musulmans, de réaliser la division au sein de la communauté musulmane en travaillant seulement avec un groupe en dépit des autres groupes et en amenant, soi-disant, des faux experts en islam, des gens qui ne savent rien de l'islam. La vérité, hein, lorsque je vois une femme qui se prête être une experte de l'islam en disant que le Coran a été écrit 200 ans après la naissance du prophète Mohammed, c'est l'échec, c'est le gaspillage de l'argent public dans un but de marginaliser la participation scientifique, sociologique des musulmans, de faire les musulmans des rats d'expérience, rien que ça. Même chose pour l'intégration. L'intégration, la conception d'intégration, c'est bureaucratique, théorique. On crée des postes, des délégués d'intégration, etc. On fait des programmes fictifs, un couscous, un repas communautaire, mais le travail d'intégration sur terrain, donner l'initiative, renforcer la société civile musulmane, c'est rien du tout. Lorsqu'on fait une société, une association musulmane faite par un groupe des immigrés arabo-musulmans, on les traite avec méfiance, avec mépris, avec sous-estimation. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous croyez vraiment à la sociologie de terrain, la sociologie d'être avec les opprimés, avec les marginalisés, etc.? Je vais d'abord vous répondre par une anecdote personnelle. Comment suis-je devenu sociologue? Je ne suis pas devenu sociologue d'abord par des études universitaires. La motivation, elle est venue d'ailleurs. C'est lorsque j'étais très jeune, il y a eu en France un événement particulier. Un été, il y a eu 30 jeunes issus de l'immigration maghrébine et africaine, d'Afrique subsaharienne, pardon, qui ont été tués. C'était un été meurtrier.
Et il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était en 1983. Et cette marche, elle a pris en ampleur et elle a débouché sur une grande manifestation à Paris avec 100 000 personnes. C'était une très grande réussite. Pendant toute cette marche, il y avait des débats. Et moi, j'étais jeune et j'allais dans ces débats. Et j'étais complètement surpris de voir des gens parler de l'immigration, déformer ce que l'on voulait et en parler avec des mots vis-à-vis desquels mais je n'avais pas, moi, de comment répondre. Je savais que c'était erroné, mais je n'avais pas les réponses. Je sentais qu'ils se trompaient, mais je n'avais pas les réponses. Je n'avais pas les mots pour le dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réussir mes études, d'investir la scolarité, avec l'idée de trouver les armes pour mettre en forme le savoir que j'avais, mais que je ne savais pas exprimer. Je pense que ça, c'est valable dans toutes les sociétés et que c'est valable en permanence. Autrement dit, que celui qui n'a pas fait d'études n'est pas un ignorant. Il a un savoir qui n'est pas formulé. Il a un savoir qui n'est pas organisé. Il a un savoir qui n'est pas structuré. Et que par conséquent, le rôle du sociologue n'est pas d'inventer un savoir de l'extérieur. Il est d'aller chercher ce savoir de l'expérience, ce savoir de la pratique. Qui peut mieux parler de ce que c'est qu'une femme et de son sort, de ses difficultés et de ses problèmes que les femmes? Qui peut mieux parler de ce que c'est qu'un travailleur que celui qui vit tous les jours cette expérience du travailleur? Qui peut mieux parler de l'immigration que celui qui l'expérimente au quotidien? Bien sûr, il n'a pas forcément les concepts, les théories et les méthodes pour le dire, mais il a la matière qui permet de le dire. Et le rôle du sociologue, pour moi, il est justement d'apporter ces mots et ces méthodes permettant à un savoir lié à l'expérience de devenir un savoir scientifique et un savoir théorique. Tous ceux qui pensent que le savoir est quelque chose qui vient de l'extérieur, eh bien, déforment la réalité. Et donc, c'est ça qui m'amène à considérer que, pour beaucoup, le savoir est quelque chose d'abstrait. Pour moi, il est quelque chose de concret qui est théorisé et qui est mis en forme ultérieurement. Ça, c'est mon premier élément de réponse lié à mon expérience. Mon deuxième élément de réponse, il est lié à la question, à une question de valeur. Une question de valeur. Parce qu'une des dimensions qui touche beaucoup de personnes qui investissent la recherche, c'est cette idée qu'il faut être neutre et objectif. Je ne pense pas à la neutralité dans les phénomènes humains. Peut-on vraiment étudier un phénomène qui fait souffrir des êtres humains et dire « je ne prends pas position, voilà, j'ai vu que tel processus amenait une personne à souffrir, mais je ne vais rien faire pour faire diminuer sa souffrance ». À partir du moment où je travaille sur un objet dans lequel je vois des êtres humains souffrir, des êtres humains avoir mal, des êtres humains être en douleur, eh bien, ma réaction, et je pense que c'est ça la cohérence, c'est d'agir pour le faire. Autrement dit, la coupure chercheur-militant, pour moi, est une fausse coupure. Je pense qu'un chercheur qui est cohérent doit s'engager pour faire diminuer la souffrance qu'il a mis en évidence dans ses recherches. Et je ne vois pas comment je pourrais montrer la misère du monde et ne pas agir pour la faire diminuer. Et ça, ce n'est pas moi qui suis en contradiction, c'est tous ceux qui se contentent d'un discours abstrait en disant « mais le militantisme, c'est autre chose ». Comment font-ils pour être secs face à la misère du monde? Quelle est votre vision pour l'avenir? Est-ce que Saïd Bouhamem est optimiste, pessimiste? Je suis très optimiste sur le long terme. Je suis un peu plus pessimiste sur le très court terme. En réalité, je pense que nos sociétés sont en transition. Je pense vraiment que l'humanité est dans une phase de passage à quelque chose de meilleur, mais que ce passage à quelque chose de meilleur se heurte à tous ceux qui ont des intérêts matériels à maintenir ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ils s'accrochent au vieux monde comme on s'accroche à une bouée. Et ils sont prêts à tout pour que ce vieux monde ne parte pas
Et par conséquent, à très court terme, on peut avoir des phénomènes très, très, très difficiles. Et je résumerai un peu cela par cette phrase d'un grand militant antifasciste qui s'appelle Antonio Gramsci, qui lui a passé l'essentiel de sa vie en prison à l'époque de Mussolini, et qui disait la chose suivante. Le vieux monde tarde à partir. Le nouveau monde tarde à venir. Et dans l'entre-deux naissent les monstres. Et je pense qu'on est sur le court terme là-dessus. Mais Gramsci tirait comme conclusion qu'il fallait être optimiste. En réalité, s'il y a ça, c'est parce que nous sommes en train de passer à autre chose. Faisons en sorte que la transition soit la plus courte possible et la moins coûteuse possible. Merci infiniment, le sociologue Saïd Bouhamama. Vous étiez avec nous pour nous parler sur l'apparition de votre livre manuel sur l'immigration. Le prochain ouvrage sera sur quel sujet? Sur le panafricanisme, parce Oui. que je pense que c'est absolument essentiel pour passer à ce nouveau monde dont on parlait tout à l'heure, que dans chacun des continents, les peuples se rapprochent. Et donc, je suis pour un panasiatisme, je suis pour un panafricanisme, parce que ça fait partie du travail de rééquilibrage des puissances aujourd'hui, puisque une partie du monde a prétendu dominer l'ensemble du monde. Et donc, je pense que nous avons besoin d'un monde multipolaire avec des pôles qui dialoguent entre eux. Et donc, je suis pour qu'effectivement, les nations d'Asie dialoguent entre elles et dialoguent avec le reste du monde. Les nations d'Afrique se réunissent et dialoguent entre elles et dialoguent avec le reste du monde. Donc, le prochain ouvrage, c'est, puisque mes parents viennent d'Afrique, c'est un ouvrage sur pourquoi le panafricanisme est nécessaire et important aujourd'hui. Merci beaucoup, Saïd Bouhamama, et à la prochaine rencontre.